On croit connaître Nana Mouskouri. On croit que tout est simple chez elle, une voix douce, une présence calme, des lunettes noires comme un trait d'encre sur un visage serein. Une femme qui traverse les décennies sans éclat, sans scandale, sans chute spectaculaire. Une légende propre. Presque trop propre. Et pourtant, si je vous disais que, derrière cette image rassurante, il y a eu des nuits où Nana a regardé le plafond en se demandant si elle allait survivre au silence. Des moments où elle a eu peur, pas du public, pas des salles, pas des tournées, mais de ce qu'il se passe quand les applaudissements s'arrêtent. De ce vide qui arrive d'un coup, comme une porte qu'on claque. De cette sensation d'être remplacée. Effacée. Invisible. À 90 ans, elle a fini par poser des mots sur ce que beaucoup soupçonnaient sans jamais oser le dire à voix haute. Pas une confession de tabloïd. Pas un scandale. Pire, ou plus profond, une vérité humaine. Une vérité qui fait mal parce qu'elle ressemble à la nôtre. Et si vous restez jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi cette femme qui a chanté dans tant de langues, a aussi passé une partie de sa vie à se taire. Pourquoi ces lunettes, que le monde a transformées en signature, ont aussi été une armure. Pourquoi sa voix, si claire, est née d'une fragilité presque impensable, et comment la plus grande chanteuse sage du siècle a traversé, en silence, des tempêtes que personne ne voyait. Alors avant d'entrer dans l'histoire, laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça fait, d'être applaudi par des millions de gens, et de se sentir quand même seul? Parce que c'est là que tout commence. Dans un endroit où personne ne regarde. Un endroit sans projecteur. Un endroit où une petite fille apprend très tôt que le monde peut devenir sombre, et que la musique, parfois, est la seule lampe allumée. Elle naît un matin d'octobre, en 1934, à la Canée, en Crète. Le décor est magnifique, presque trop beau pour ce qui arrive ensuite. Une île, la mer, l'odeur du sel, les ruelles, les voix des voisins, et pourtant, l'époque n'a rien d'une carte postale. Quand Nana est enfant, la Grèce traverse la peur, l'occupation, la faim. Il y a des années où l'air lui-même semble lourd. Et dans ce climat, la musique n'est pas un luxe, c'est une échappatoire. Une manière de respirer quand l'histoire vous serre la gorge. Chez elle, il y a une radio. Et dans cette radio, il y a des voix venues d'ailleurs. Des mélodies qui traversent la guerre comme un fil invisible. Sa mère chante, aussi. Des berceuses, des airs simples, des chansons qui tiennent debout même quand tout vacille. Nana écoute. Nana mémorise. Nana ressent. Ce qui est étrange, c'est que sa voix, très tôt, ne ressemble pas à celle des autres enfants. Elle a quelque chose de trop clair, trop posé. Comme si elle venait d'un endroit plus vieux que son âge. Comme si elle portait déjà une nostalgie qui n'est pas la sienne. Mais l'enfance n'est pas un conte. Sa famille finit par déménager à Athènes. Là, la ville n'a pas l'air de l'île. Athènes, c'est le bruit, les rues, les tensions politiques, l'ombre encore fraîche de la guerre. Et surtout, pour une jeune fille sensible, Athènes peut être un labyrinthe. Sauf qu'au milieu de ce labyrinthe, il y a un refuge, le conservatoire. Ses parents font un effort énorme. On imagine mal ce que ça représente, dans une Grèce meurtrie, de payer des études artistiques. Mais ils le font. Parce qu'ils ont compris, chez Nana, chanter n'est pas un caprice. C'est un besoin intérieur. Une respiration. Elle y apprend la discipline. Les gammes, le piano, l'harmonie. Elle touche au chant classique, au lyrique. Mais très vite, elle étouffe dans les cases. Parce que Nana a un secret qui n'a rien de glamour, mais qui va décider de toute sa vie. Elle n'est pas faite pour chanter comme on lui demande. Elle est faite pour chanter comme elle ressent. Alors le soir, au lieu de rester bien sage dans les couloirs du conservatoire, elle va là où la musique vit, dans les clubs, dans le jazz, dans la fumée, dans les nuits où les voix se cassent et où les cœurs se révèlent. Elle chante Ella Fitzgerald. Elle cherche le swing. Elle cherche la vérité. Et ça, dans le monde strict du conservatoire, c'est presque un crime. On lui fait comprendre qu'elle se disperse. Qu'elle gâche son potentiel sérieux. Qu'une élève de musique classique ne devrait pas se montrer là-bas. On la menace, on l'humilie. Et elle, au lieu de rentrer dans le rang, elle choisit la musique. La vraie. C'est la première fracture. Et c'est la première fois qu'elle comprend quelque chose de fondamental. Pour rester elle-même, elle va devoir décevoir. Ce mécanisme, elle le retrouvera toute sa vie. Décevoir une institution. Décevoir un mari. Décevoir une industrie. Décevoir l'idée qu'on se fait d'elle. Mais à ce moment-là, elle est encore jeune. Et elle ignore que la fragilité qui l'habite n'est pas seulement émotionnelle. Parce qu'il y a un autre détail, un détail presque impossible à imaginer quand on connaît son œuvre. Pendant ces jeunes années, un examen médical révélera qu'une partie de son appareil vocal n'est pas comme les autres. Une particularité congénitale qui a façonné son timbre, sa manière d'attaquer les notes, sa couleur. Autrement dit, sa voix iconique, naît d'une anomalie. Et si vous avez déjà eu peur de perdre quelque chose qui vous définit,
alors vous comprenez déjà ce qu'elle a porté en elle, l'idée que le don pouvait s'effondrer. Qu'un matin, la voix pouvait ne plus sortir. Ce danger, elle ne l'a pas transformé en plainte. Elle l'a transformé en discipline. Et en obsession. Elle travaille. Elle écoute. Elle répète. Elle apprend à protéger ce qui la rend unique. Et puis arrive un soir, à Athènes, dans un club. Un lieu qui n'est pas un temple de la culture officielle. Pas une scène prestigieuse. Juste un endroit où l'on chante pour survivre. Où l'on chante pour être entendu. Où l'on chante parce que, sans ça, on étouffe. Elle se produit aux Aki Club. Et dans la salle, il y a un homme. Un homme qui va changer le cours de l'histoire. Mano Adjidaki. Compositeur immense. Regard affûté. Oreille impitoyable. Une de ces personnes qui sentent le talent, avant même qu'il existe vraiment aux yeux du public. Il l'entend, et il comprend. Ce n'est pas seulement une belle voix. C'est une voix qui transporte une émotion brute, une mélancolie, une pudeur. Une voix qui peut traverser les frontières. Une voix qui peut devenir un pays. Alors il lui ouvre une porte. Et là, vous pourriez croire que tout bascule dans la lumière. Mais la lumière, chez Nana, a toujours une ombre collée derrière. Parce que réussir, pour elle, ne veut pas dire devenir star. Réussir, pour elle, va vouloir dire rester elle-même au milieu d'un monde qui voudra la transformer. Et ce monde, très vite, va la prendre comme un symbole. On la fait gagner des concours. On la place sur des scènes. On l'entoure. On lui écrit des chansons. On la regarde comme une promesse. Et le public tombe amoureux. Parce que Nana n'a pas l'arrogance de la réussite. Elle n'a pas l'agressivité des conquérants. Elle a une douceur qui n'est pas naïve, une douceur qui vient de quelqu'un qui a vu la guerre, l'instabilité, la peur. Quelqu'un qui sait que la beauté est fragile. En 1959, sa voix se fait remarquer largement. Elle touche. Elle bouleverse. Elle gagne. Elle devient une évidence. Et ce qui est fascinant, c'est que plus elle devient célèbre, plus elle reste Nana. Une jeune femme timide, presque effacée, mais avec une colonne vertébrale en acier. Parce qu'elle sait quelque chose que les autres ne savent pas encore, la célébrité n'est pas un cocon. C'est une machine. Et cette machine, elle va l'emmener loin. Très loin. Paris. Au début des années 60, quitter la Grèce pour la France n'est pas un simple déménagement. C'est un saut. Une rupture. Un déracinement. Mais Nana le fait. Elle arrive dans une ville qui respire l'art. Paris, c'est le théâtre, la chanson, les cafés, les grands auteurs, les conversations sans fin. Et au milieu de tout ça, il y a cette jeune grecque avec des lunettes noires et une voix qui semble venir d'une prière. Puis arrive la chanson qui va faire exploser les frontières. Les roses blanches d'Athènes. Déjà, rien que le titre, ça sonne comme un pont. Comme une nostalgie emballée dans une mélodie. Le morceau circule, se transforme, s'adapte. En Allemagne, il devient Wes Rosenhaus Athènes. Et là, c'est l'incendie doux. Un succès massif. Plus d'1 million d'exemplaires vendus à une époque où ce chiffre n'avait rien d'ordinaire. Et vous devez imaginer l'Allemagne de ces années-là. Une société qui se reconstruit, qui cherche des repères, qui veut croire à la douceur, à la beauté, à l'innocence retrouvée. Et Nana arrive avec une chanson qui ressemble à une fenêtre ouverte. Elle devient un phénomène. Et à partir de là, sa carrière prend une direction rare, l'international. Ce n'est pas juste une chanteuse qui exporte ses titres. C'est une femme qui entre dans les langues des autres comme on entre dans une maison avec respect. Elle apprend. Elle s'entraîne. Elle remplit ses valises de dictionnaires. Elle prononce, elle corrige, elle recommence. Parce qu'elle comprend quelque chose de simple, chanter dans la langue de quelqu'un, c'est lui dire je te vois. Et ce geste-là, a une puissance incroyable. Elle chante en grec, en français, en allemand, en anglais, en espagnol, en italien, en portugais, en japonais, et même en gallois. Et ça, ce n'est pas un gadget. C'est une manière d'exister partout sans trahir son âme. À ce stade, si vous écoutez bien, vous comprenez déjà la dualité. D'un côté, une femme qui rassemble, qui apaise, qui donne l'impression d'être invulnérable. De l'autre, une femme qui se bat en permanence pour ne pas se perdre. Et c'est là qu'on touche au cœur du mystère. Parce que Nana a été construite comme une icône de stabilité. Mais personne ne voit ce que cette stabilité coûte. Si vous voulez sentir la pression, imaginez ceci, vous devenez célèbre à une époque où l'on ne vous laisse aucun répit. Pas de pause mentale, pas de burn-out reconnu, pas de discours sur la santé psychologique des artistes. On vous demande d'être là, tout le temps, de sourire, de chanter, de voyager, de recommencer. Et Nana, parce qu'elle est Nana, dit oui. Encore. Et encore. Elle représente le Luxembourg à l'Eurovision en 1963, avec à force de prier. Elle ne gagne pas. Elle finit dans le top, mais sans trophée.
Pourtant, l'Europe entière la voit. Et surtout, l'Europe la retient. Parce que Nana ne performe pas comme une candidate. Elle raconte. Elle donne une émotion. Et cette émotion devient sa marque. Les années passent, et à la fin des années 60, elle franchit un autre seuil, la télévision. La BBC lui confie sa propre émission. Pendant des années, elle accueille des invités, elle chante, elle incarne une forme d'élégance accessible. Elle devient une présence dans les salons. Une figure rassurante. Une amie lointaine. Et c'est là que ses lunettes deviennent un symbole. À première vue, c'est un style. Mais chez Nana, le style n'est jamais superficiel. Les lunettes, c'est une signature et une protection. Une manière de garder une part d'intimité quand tout le monde vous regarde. Une façon de dire, je suis là, mais je ne vous donne pas tout. Elle sourit, elle chante, elle serre des mains. Et à l'intérieur, elle apprend à survivre au rythme. Parce que le rythme est fou. Carnegie Hall. Royal Albert Hall. Tourné partout. Le monde entier. Les avions, les hôtels, les chambres anonymes, les décalages horaires, les coulisses, les costumes, les micros, les balances. Et au milieu de tout ça, une autre vie s'impose. La vie que le public n'a jamais vraiment su lire. L'amour. En 1961, Nana se marie avec Georgios Petsila, un producteur grec lié à son parcours. Vu de l'extérieur, l'image est parfaite, une star en ascension, un homme du milieu, une union logique. Puis viennent les enfants. Nicolas, en 1968. Hélène, en 1970. Et là, posez-vous une seconde. Essayez d'imaginer ce que ça signifie, être une des voix les plus demandées de la planète, et devenir mère dans le même souffle. Les gens aiment l'idée de la femme qui réussit tout. Mais la vérité, c'est que cette idée est souvent une violence. Parce qu'on ne réussit pas tout sans perdre quelque chose en chemin. Chez Nana, ce qu'on perd d'abord, c'est le droit d'être fatigué. Le droit de s'effondrer. Le droit de dire, je n'y arrive plus. Et dans un couple, cette tension devient un poison. Nana l'a dit plus tard avec une sobriété glaçante, son mariage a été un orage. Le seul orage de sa vie. Vous entendez? Une femme qui a traversé la guerre, les tournées, la pression mondiale, et elle décrit son mariage comme son orage. Pourquoi? Parce que son succès, au lieu d'être une fierté partagée, devient une menace. Parce que certains hommes supportent l'idée d'aimer une femme brillante, jusqu'au jour où elle brille plus qu'eux. La jalousie s'installe. Pas forcément la jalousie des amants. La jalousie de l'ombre. Le sentiment d'être de trop dans la vie de quelqu'un que le monde réclame. Et Nana, fidèle à elle-même, tente d'être exemplaire. De tout tenir. D'être la chanteuse, la mère, l'épouse. Mais la vérité, c'est qu'on ne tient pas éternellement une vie qui vous coupe en deux. Alors il s'éloigne. Il déménage en Suisse, cherchant la paix, cherchant un refuge. Mais parfois, changer de décor ne change rien. Parce que la fissure n'est pas dehors. Elle est dedans. Et en 1975, le divorce tombe. 14 ans. 2 enfants. Et cette sensation intime, terrible, on a beau être adoré par des millions de gens, on peut quand même échouer à sauver une maison. Ce moment-là, Nana ne le transforme pas en spectacle. Elle ne vend pas sa douleur. Elle continue. Elle chante. Elle travaille. Et si vous écoutez certaines de ses interprétations de cette période, vous sentez une profondeur nouvelle. Une mélancolie qui n'est plus seulement artistique. C'est là qu'on comprend une chose, Nana ne joue pas l'émotion. Elle l'habite. Et justement, si vous ressentez cette histoire, si vous sentez que derrière les paillettes il y a une vérité, prenez une seconde pour soutenir ce genre de récit. Un simple j'aime, un abonnement, ça ne nourrit pas une machine, ça nourrit la possibilité de raconter des vies humaines, sans cynisme. Et je vous promets, ce qu'on va découvrir maintenant est encore plus intime. Parce que juste après la rupture, une autre rencontre arrive. Une rencontre qui n'a rien d'explosif, rien de romanesque façon cinéma. Une rencontre, stable. André Chapelle. Producteur français. Un homme qui, contrairement au premier, ne lui demande pas de choisir entre l'amour et la musique. Il comprend. Il soutient. Il protège. Et surtout, il voit Nana autrement que comme une star. Il voit la femme. Il voit l'être humain derrière l'icône. Leur histoire se construit doucement, sur des années, sur des tournées, sur des conversations, sur une confiance qui ne fait pas de bruit. Ils vivent ensemble longtemps. Et ce n'est qu'en 2003 qu'ils se marient. Imaginez la symbolique, une femme qui a vécu dans le regard du monde, qui a été jugée, idolâtrée, étiquetée, choisit de ne pas précipiter ce geste-là. Comme si elle savait, mieux que quiconque, que l'amour n'a pas besoin de scène. Et pendant longtemps, ce couple ressemble à un ancrage. Sauf que, même avec un ancrage, la mer peut être violente. Parce qu'il y a une force qui finit toujours par rattraper les artistes, le temps. Le temps qui change le public. Le temps qui change les modes.
Le temps qui change l'industrie. Et Nana, malgré son immense carrière, va se retrouver face à quelque chose de profondément humiliant. Pas une chute. Pas un scandale. L'indifférence. C'est une douleur étrange, l'indifférence. Elle n'a pas le bruit d'une catastrophe. Elle n'a pas le fracas d'une rupture. Elle se glisse dans les interstices. Un jour, on ne vous appelle plus. Un jour, on ne vous propose plus les mêmes plateaux. Un jour, vos disques sortent, mais personne ne les pousse. Un jour, vous avez l'impression d'être un nom dans un catalogue. Et c'est là que Nana, des années plus tard, lâche des phrases qui surprennent parce qu'elles ne ressemblent pas à son image. Elle dit qu'on l'a traitée comme un produit. Elle dit que ce qu'elle fait ne les intéresse plus. Elle dit, en substance, autrefois, on était des artistes. Aujourd'hui, on est des marchandises. Ce ne sont pas les mots d'une diva capricieuse. Ce sont les mots d'une femme qui a compris que même les légendes peuvent être jetées dans un coin quand elles ne servent plus la nouveauté. Et c'est ici, précisément, que se forme la blessure qui va exploser plus tard. Parce qu'une chose est de vieillir. Une autre est d'être effacée. Et Nana, qui a passé sa vie à se connecter aux gens, se retrouve face à un paradoxe cruel, être connue de tout, et se sentir oubliée. C'est à ce moment que l'idée de partir commence à apparaître. Pas partir du monde. Partir de la scène. Partir de ce rythme. Partir de cette lutte permanente pour exister dans une industrie qui court après le prochain visage. Et quand Nana décide de s'arrêter, au milieu des années 2000, le public comprend l'événement comme un adieu logique. Une grande tournée d'adieu. Des salles pleines. Des larmes. Un moment immense à Athènes, à l'Odéon d'Hérodaticus, au pied de l'Acropole. Un concert symbolique. Un cercle qui se ferme. Sur le papier, c'est beau. Dans la réalité intérieure, c'est dangereux. Parce qu'on imagine que la retraite, pour un artiste, ressemble à un repos. Mais parfois, pour un artiste, la retraite ressemble à un arrachement. Et c'est là que la vérité qu'elle a avouée à 90 ans commence à prendre toute sa dimension. Après l'adieu, Nana ne trouve pas la paix. Elle trouve le silence. Et le silence, pour quelqu'un qui a vécu dans la vibration d'une salle, dans le souffle d'un public, dans la nécessité de transmettre, le silence n'est pas neutre. Le silence est un vertige. Elle se réveille sans répétition, sans départ d'aéroport, sans rideau qui s'ouvre. Elle se retrouve face à elle-même. Et là, tout ce qu'elle a repoussé pendant des décennies remonte. La fatigue. Les regrets. Les blessures. Les humiliations. Les moments où elle s'est sentie seule dans une chambre d'hôtel pendant que le monde chantait son nom. Elle le dira plus tard, avec cette voix douce qui rend les mots encore plus durs, il y a eu des moments où elle a voulu abandonner. Des moments où elle s'est sentie invisible, même sur scène. Vous entendez? Invisible, même sur scène. C'est ça, le cœur de l'aveu. Ce n'est pas je n'ai plus de succès. C'est je ne me sens plus vue. Et là, le soupçon que beaucoup avaient, ce soupçon vague, intuitif, devient clair. Cette femme qu'on croyait inébranlable, a été traversée par la dépression. Pas une petite tristesse. Une vraie descente. Une perte de sens. Un vide. Et c'est ici que la narration bascule. Parce que ce qui est en jeu n'est plus la carrière. Ce qui est en jeu, c'est la survie intérieure. Nana a passé sa vie à donner de l'émotion. À consoler. À faire pleurer, sourire, se souvenir. Elle a été, pour des millions de gens, un refuge musical. Une voix qui accompagnait les naissances, les mariages, les deuils, les solitudes. Mais qui console la consolatrice? Qui porte celle qui a porté tout le monde? Et c'est là que, petit à petit, elle comprend une chose qui va la ramener à la vie. Ce n'est pas l'industrie qui l'a tenue debout. Ce n'est pas la promo. Ce ne sont pas les classements. Ce sont les gens. Les fans. Les lettres. Les messages. Les souvenirs. Des personnes qui lui disent, tu as chanté mon enfance. Tu as accompagné mon père. Tu m'as aidé à traverser un chagrin. Ta voix m'a sauvé. Et quand vous recevez ça, vous ne pouvez plus croire que vous êtes inutile. Vous ne pouvez plus croire que vous êtes fini. Alors, à l'approche de ses 80 ans, elle fait quelque chose que personne n'attendait vraiment. Elle revient. Pas pour prouver. Pas pour gagner. Pour respirer. La tournée Happy Birthday commence autour de son anniversaire, en octobre 2013, à Athènes. Et elle repart sur les routes. Imaginez la scène, une femme qui a déjà dit adieu, qui a déjà fait son grand concert de clôture, qui a déjà tourné la page, revient. Et ce retour n'a rien d'un caprice nostalgique. C'est une renaissance. Parce que, dans ce retour, il y a une vérité simple. Nana ne sait pas vivre sans transmettre. Et c'est ici que l'aveu prend tout son sens, je me suis un jour senti complètement oublié. Ce n'est pas une phrase qu'on dit quand on est confortable. C'est une phrase qu'on dit quand on a touché le fond du sentiment d'effacement. Et si vous avez déjà eu cette sensation au travail, dans une famille, dans un couple, dans une amitié de donner beaucoup,
et de ne pas être vue, alors vous comprenez pourquoi cette confession touche autant. Ce n'est pas l'histoire d'une star. C'est l'histoire d'un être humain qui a eu peur de disparaître. Et là, vous voyez Nana autrement. Vous voyez que sa douceur n'est pas seulement un style, c'est un choix. Un choix de rester digne quand le monde peut devenir brutal. Un choix de rester élégante quand on vous traite comme un dossier. Un choix de rester humaine quand on voudrait que vous soyez une image. Et si vous vous surprenez à la regarder avec des yeux différents, gardez cette émotion. Dites-moi en commentaire, plus tard, ce qui vous frappe le plus, la longévité? La discipline? La solitude? L'aveu? Parce que ces échanges-là, c'est aussi ce qui fait vivre ce genre d'histoire. Mais on n'est pas encore au point le plus fort. Parce que le point le plus fort, ce n'est pas le retour. Le point le plus fort, c'est ce qu'elle comprend à ce moment-là. Elle comprend que le public ne l'a jamais oublié. Ce sont les structures qui l'ont oublié. Ce sont les machines qui l'ont oublié. Mais les cœurs, non. Et c'est là qu'on réalise quelque chose d'immense, Nana Mouskouri n'a jamais été seulement une voix. Elle a été un lien. Un fil. Un pont. Un langage parallèle, quand les mots manquent. C'est pour ça qu'elle a chanté dans tant de langues, parce qu'elle cherchait, obsessionnellement, une forme de paix. Une manière de dire aux gens, je suis avec vous. Et pourtant, dans sa propre vie, la paix a été difficile. Parce que la paix ne vient pas seulement du succès. Elle vient de l'intérieur. Or Nana, pendant longtemps, a dû porter deux vies. La vie publique, impeccable, polie, lumineuse. La vie intérieure, fragile, exigeante, parfois lourde. Elle a porté la peur de perdre sa voix. Elle a porté l'échec d'un mariage. Elle a porté l'absence, la culpabilité, le déchirement détourné. Elle a porté le regard des autres, qui la voulaient sage et parfaite. Elle a porté l'industrie qui la réduisait à une valeur commerciale. Et elle a porté cette chose que presque personne n'ose avouer, la peur d'être dépassée. Le plus cruel, c'est que cette peur ne dépend pas du talent. Elle dépend du monde. Et le monde change vite. Mais Nana, elle, a fait quelque chose de rare, elle a accepté de dire la vérité sans la transformer en drame. Quand elle avoue qu'elle a voulu abandonner, ce n'est pas pour faire le buzz. C'est pour libérer quelque chose. Pour dire, même les légendes ont des failles. Et c'est précisément ce qui la rend encore plus grande. Parce que dans une époque obsédée par l'image, Nana rappelle que la force n'est pas d'être invincible. La force est d'être honnête, même tard. Surtout tard. Et là, on revient au titre. À 90 ans, Nana Mouskouri admet enfin ce que nous soupçonnions tous. Ce que nous soupçonnions, ce n'était pas un secret honteux. C'était un secret universel, derrière la douceur, il y a une lutte. Derrière la légende, il y a une femme. Derrière la voix, il y a parfois un cri qu'on n'entend pas. Et plus vous avancez dans sa vie, plus vous comprenez, Nana n'a pas survécu grâce au succès. Elle a survécu grâce à une idée. La connexion. Quand elle chantait Je chante avec toi liberté, ce n'était pas qu'un refrain. C'était une confession. Le besoin d'être relié. Quand elle chantait l'amour, ce n'était pas un rôle. C'était une recherche. Quand elle chantait la nostalgie, ce n'était pas un décor. C'était une vérité intérieure. Et c'est pour ça que son histoire devient presque un miroir. Parce qu'il y a un moment, dans la vie de presque tout le monde, où l'on se demande, est-ce que je compte encore? Nana s'est posé cette question. Et pendant un temps, elle a cru que la réponse était non. C'est ça qui est bouleversant. La femme que l'on imagine intouchable, s'est sentie oubliée. Et ce sentiment, elle ne l'a pas seulement subi. Elle l'a regardé en face. Elle l'a traversé. Et elle est revenue. Pas pour redevenir la star. Pour redevenir Nana. C'est une nuance immense. Parce que redevenir star, c'est une question d'industrie. Redevenir soi, c'est une question de vie. Et là, si vous écoutez bien, l'histoire devient plus grande que la musique. Elle devient une leçon sur le temps. Sur l'identité. Sur la manière dont on se construit un masque pour survivre, et sur le moment où, un jour, on peut enfin poser ce masque. Ces lunettes noires, dans ce contexte, prennent une autre signification. Elles ne sont plus seulement un accessoire. Elles deviennent le symbole d'une femme qui s'est autorisée à être protégée. Qui s'est autorisée à garder une part d'ombre. Et qui, à 90 ans, a accepté d'ouvrir cette ombre au grand jour. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une forme de courage que peu de gens ont. Parce que ce courage implique d'admettre qu'on a souffert. Et dans le monde du spectacle, admettre qu'on souffre, c'est risquer de briser l'image. Or Nana a brisé l'image. Elle l'a brisée doucement, poliment, avec des mots simples. Mais elle l'a brisée. Et c'est pour ça que son aveu a frappé autant de gens. Parce que tout le monde, au fond, soupçonnait, elle est trop parfaite pour que ce soit vrai. On sentait qu'il y avait autre chose. Et ce autre chose, c'est l'humanité nue. Maintenant, imaginez-la aujourd'hui, avec son âge, son parcours, sa mémoire.
Imaginez la quantité de visages qu'elle a vus. Imaginez les coulisses, les plateaux, les studios, les orchestres. Imaginez les poignées de main, les compliments, les attentes. Imaginez les soirs où elle devait être bien, même quand elle ne l'était pas. Imaginez la force nécessaire pour continuer à chanter, quand vous avez l'impression que le monde vous range sur une étagère. Et pourtant, elle est là. Pas forcément sur scène tout le temps. Mais là. Présente. Dans les chansons. Dans les souvenirs. Dans la vie de ceux qui l'ont aimée. Et c'est là son héritage. Pas un chiffre de vente. Pas une collection de trophées. Son héritage, c'est d'avoir été un refuge. Et d'avoir rappelé, à travers son aveu tardif, que même les refuges ont besoin d'être abrités. Alors la vraie question n'est pas, qu'a-t-elle avoué? La vraie question est, qu'est-ce que son aveu nous autorise à avouer, nous aussi? Peut-être que vous vous reconnaissez dans cette fatigue. Peut-être que vous connaissez, vous aussi, cette sensation d'être apprécié, mais pas vraiment vu. Peut-être que vous avez déjà voulu abandonner quelque chose qui vous a construit. Et si c'est le cas, l'histoire de Nana vous dit une chose, ce n'est pas honteux. Même une légende l'a vécu. Et elle n'en est pas morte. Elle en a fait une renaissance. Avant de terminer, gardez ce détail en tête. Quand Nana a dit adieu à la scène, elle croyait fermer un chapitre. Mais la vie l'a rattrapée pour lui montrer que l'histoire ne se ferme pas quand on décide. Elle se ferme quand on comprend. Et elle a compris quelque chose de rare. La valeur d'un artiste n'est pas dans ce que l'industrie en fait, mais dans ce que les gens en ressentent. Voilà pourquoi son retour n'était pas un comeback. C'était un retour à la vérité. Et cette vérité, elle la porte maintenant comme un manteau léger. Sans prouver. Sans forcer. Simplement en étant. C'est peut-être ça, la plus belle victoire. Rester debout, sans se durcir. Rester visible, sans crier. Rester aimé, sans mendier. Et si cette histoire vous a touché, ne gardez pas ça pour vous. Dites-moi, en commentaire, le moment exact où vous avez senti votre regard changer sur Nana. Et si vous voulez d'autres récits comme celui-ci, vous savez déjà quoi faire, abonnez-vous. Pas pour un chiffre. Pour continuer à raconter l'humain derrière les légendes. Parce qu'au fond, l'héritage de Nana Mouskouri, ce n'est pas seulement sa voix. C'est cette phrase silencieuse qu'elle a chantée toute sa vie, même sans la prononcer. Je suis fragile, et je suis là. Et ça, c'est la vérité que nous soupçonnions tous.